Il y a quelque temps, lors d'un concert auquel j'assistais à la salle Pleyel, un concert d'un artiste que j'aime beaucoup et qui s'appelle Olafur Arnalds, il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'assez étonnant et qu'il me semble intéressant de raconter ici pour introduire ce cours sur l'art. Le pianiste avait fini son tour de musique et à la suite des rappels, il accepte néanmoins de revenir pour jouer un dernier morceau. Et il commence à jouer au piano un dernier morceau devant la salle silencieuse. C'est une grande salle, la salle Pleyel, donc il y a plusieurs, peut-être 1100 personnes assises qui l'écoutent. Et il joue. Et depuis les coulisses, en même temps qu'il joue, commence à se faire entendre un violoncelle, un violon qui l'accompagnait en fait pendant le concert, mais qui n'était pas revenu pour le rappel. Et donc il l'accompagne et le morceau avance comme ça. Et puis Olafur arrête son morceau, mais alors qu'il quitte la scène sous quelques applaudissements, on entend que les violons et le violoncelle, eux, continuent de jouer depuis les coulisses. Donc tout le monde se tait de nouveau et écoute, attendant la fin définitive du concert. Et l'instant dure un peu, 2-3 minutes. Et en même temps qu'il joue, les musiciens cachés dans les coulisses peut-être s'éloignent, se déplacent. Je ne sais pas trop comment ils font, mais en tout cas, il y a ce lent fade-out, comme on dit en musique, cette lente diminution du niveau sonore. On a l'impression qu'ils partent doucement. Et donc on tend l'oreille de plus en plus. Évidemment, dans ce genre de concert, il est préférable d'applaudir lorsque la dernière note a fini, complètement. Et donc on n'applaudit pas tant qu'on n'est pas sûr. Et donc il y a un moment assez vertigineux et assez profond où j'ai assisté à quelque chose d'étrange qui était 1100 personnes tendant l'oreille alors qu'il n'y avait visiblement, plus rien à entendre. On n'entendait plus les violons, le violoncelle n'était plus présent apparemment, mais on n'était pas sûr. Il y avait peut-être quelques stridences lointaines, quelques grésillements, on ne savait pas. Et pendant peut-être 1 minute, personne n'a osé battre des mains en premier. Tout le monde attendait et écoutait. Et je pense que de tous les concerts que j'ai faits, et peut-être de toutes les choses que j'ai vécues en termes d'expérience esthétique, c'était là quelque chose de très fort, et peut-être la plus forte. Parce que c'était saisissant d'entendre l'écoute de ces 1000 personnes qui tendent l'oreille alors qu'un son a disparu. Vouloir poser un discours philosophique sur l'art, c'est nécessairement vouloir rationaliser une expérience. Cette expérience esthétique, par exemple, dont je viens de vous parler, qui semble se caractériser par sa dimension inénarrable, incommunicable, indescriptible. Lorsque je suis touché par un morceau de musique, par exemple, il m'est extrêmement difficile d'expliquer ce qui m'affecte en lui, ce qui est à l'origine de mon sentiment. Pire encore, je pourrais bien l'expliquer pendant des heures à quelqu'un, je ne pourrais pas éveiller en lui ce même sentiment. Et si j'essaye de produire malgré tout un discours, il m'apparaît vite que mon discours n'épuise en rien l'expérience esthétique elle-même. Je ne peux pas la résoudre par mon discours. Et c'est comme si j'étais devant l'image, devant le son, rendu muet, incapable de rendre compte de ce que je ressens. Au cœur du discours philosophique sur l'art, qu'on appelle esthétique, est donc une aporie, un chemin qui ne mène nulle part, et qui est celle du langage, et de sa capacité à dénouer ce que l'on appelle art. De fait, nous avons affaire avec l'art à une réalité hétérogène, difficile à circonscrire parce qu'elle renvoie à des objets aussi divers qu'une sonate, qu'un tableau, qu'une sculpture, ou même, aujourd'hui, qu'une installation, une idée, un concept, une performance. Ou même, dans l'expérience que je viens de vous raconter, un silence. De ce point de vue,
en même temps qu'il apparaît difficile, voire peut-être impossible. Un discours sur l'art semble nécessaire pour distinguer ce qui relève du domaine de l'art et ce qui n'en relève pas. Ainsi, la définition de l'art est au centre de la réflexion sur l'art, et cette définition apparaît nécessaire. Si nous acceptons en effet que tout peut potentiellement être art, si l'on considère finalement qu'il n'y a pas besoin de définir cette idée, nous risquons peut-être de nier l'existence même de l'art. Un concept définit nécessairement quelque chose de distinct, de différent du reste, et un mot n'a de sens que parce qu'il renvoie, ou invente, c'est une autre question, à une réalité différente des autres. On ne définit que ce qui se distingue. Reconnaître en soi la spécificité d'une émotion, considérer que l'expérience esthétique face à une musique ou face à une image ne peut se ramener à autre chose, c'est nécessairement faire émerger l'existence d'une définition, c'est-à-dire finalement d'un territoire autonome, d'un champ distinct du reste. Or, notre questionnement ici est double. Comment peut-on comprendre l'émergence d'une émotion si spécifique qu'elle semble impliquer l'existence d'un champ spécifique du réel, l'art, et peut-on définir conceptuellement ce champ, ou est-il situé fondamentalement hors du langage ? Est-il possible finalement de dire conceptuellement ce qu'est l'art ? Peut-on produire une définition de l'art assez générale pour ne pas exclure du champ de la définition certaines émotions esthétiques, certains objets d'art, et assez spécifique en même temps, pour pouvoir être considéré comme une définition, et pas comme un prête-nom utile, mais finalement très peu intéressant, parce qu'il pourrait s'appliquer à tout et à n'importe quoi.